Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. C'est Iso qui poursuit avec vous l'instruction. Dans cette capsule, nous allons survoler le domaine du rêve. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le rêve, pourquoi on rêve et comment un homme en supraconscience travaille avec le rêve. Je vais aussi aborder avec vous un peu le plan imaginal et nous allons terminer la capsule sur une partie gnostique où je vais vous introduire une nouvelle entité du nom d'Abraxas. Donc, commençons tout de suite dans le vif de notre sujet, le rêve. Qu'est-ce que le rêve? D'abord, vouloir définir le rêve équivaut à définir l'existence humaine. L'homme est un dormeur sur tous les plans. La qualité de son rêve change selon la cohésion de la réalité auquel il se trouve. Il faut faire attention, qui dit réalité ne dit pas réel. Une réalité peut être virtuelle, elle peut être parallèle, elle peut être multidimensionnelle. Et quand l'homme est dans son rêve dit diurne, la réalité lui semble plus cohésive, elle fait plus de sens pour lui, tandis que lorsqu'il rêve, vous avez sûrement remarqué, il y a des aberrations, souvent ça passe du coq à l'âne, les plans séquences sont fragmentés. Je vais vous expliquer pourquoi. Le rêve a plusieurs fonctions. La première fonction principale est que toute âme qui est projetée dans ce jeu virtuel n'est pas capable de supporter le jeu 24 heures sur 24. Donc, toute âme a besoin d'un temps de répit qui équivaut au sommeil et qui est pour l'âme l'occasion pour elle d'aller prendre une respiration astrale. Toute âme rêve, c'est-à-dire que les hommes rêvent, les animaux rêvent, les plantes rêvent, le minéral aussi, et même les objets. J'ai vu des maisons qui rêvaient, des voitures qui rêvaient. Bref, on n'ira pas dans ce domaine-là, on va rester dans le domaine qui nous intéresse, mais c'est répandu dans la matrice que toute âme ne peut pas rester 24 heures sur 24. C'est trop saturant pour elle. Donc, première fonction, d'aller prendre une respiration astrale. Deuxième fonction, c'est pour consolider les mémoires accumulées dans la journée. La première phase d'endormissement est comme si les entités viendraient prendre votre clé USB personnelle et transféraient toutes les datas, toute votre mémoire du jour dans leur ordinateur à eux. Et à partir de là, ces entités peuvent fabriquer les rêves qui vont correspondre à votre niveau, à ce qu'ils veulent vous faire passer comme influence et comme avertissement. Parce que le rêve, tout comme la pensée, vient d'ailleurs. Ce n'est pas le cerveau qui sécrète le rêve, c'est vraiment des entités qui ont pour travail de préparer les rêves. Et ça équivaut à votre petit cinéma personnel, votre petit Hollywood personnel dans votre écran mental. Car dans la matrice, il y a une loi qui veut que tout homme soit au fait ou ait devant lui l'information. C'est pourquoi, en début de reset, il y a la Bible où, bien sûr, tout est là devant nos yeux, mais de façon codée. Il faut déchiffrer. Même chose pour les pièces de théâtre ou les livres ou les films, tout est là, tout est devant nos yeux, mais on ne le voit pas, on ne le comprend pas, tout comme le rêve. On rêve, mais on ne sommes pas capables de l'interpréter, car tout est fait de façon symbolique et archétypale. La nuit, l'âme part prendre une petite vacance astrale et elle se trouve dans un astral qui est très 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 près du plan matriciel. Tout ce que l'âme va se souvenir n'est que des mémoires écrans. Et il y a certaines âmes qui passent la nuit à tourner au pied de leur lit,
Le matin, ces personnes-là vont se réveiller aussi fatiguées que quand ils se sont couchés la veille. Les régions de l'astral que votre âme va visiter pendant votre sommeil dépendent directement à votre taux vibratoire et vous allez aller dans les lieux qui vous correspondent. Malheureusement, d'une façon ou d'une autre, vous n'aurez aucun souvenir de votre petit périple astral. Seul va demeurer vos rêves que vous allez vous souvenir plus ou moins bien et dont il va falloir que vous déchiffriez pour en saisir le sens. Et c'est pour ça que pour un homme en supraconscience, le rêve est une insulte pour lui, mais il s'en sert pour étudier, s'étudier et savoir un peu à l'avance les couleurs que lui réservent les entités, puisque tout est dit à l'avance, tout est su et connu. Et pour celui qui sait lire les signes, eh bien, cet homme-là peut devenir beaucoup plus aguerri et n'est plus à la merci des forces occultes. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes, mes frères? Le rêve sert à asseoir les impressions et à obtenir des consentements. Donc, dans vos rêves, vous allez poser des actes qui vont aller chercher un consentement tacite que j'appelle. Exemple, vous allez signer un document, vous allez vous nommer. L'homme qui est conscient, donc un homme qui sait cela, va pouvoir travailler et orienter son rêve. Dans un premier temps, il va le faire au réveil en refaisant le rêve sur son écran mental et il n'est pas nécessaire de se souvenir de ses rêves. Bien souvent, on va se réveiller le matin et on va avoir une sensation. Bon, il ne faut pas prendre de chance et annuler et neutraliser tous les rêves qui ont pu être faits durant la nuit visant à obtenir de nous un consentement. Ça prend 2 secondes à faire et c'est vraiment intelligent et ça vous protège de bien des soucis, de bien des drames personnels. Donc, le travail de l'homme en supraconscience va être dans un premier temps de mettre des balises et de mettre des limites à ces entités-là qui traficotent le rêve. Car oui, je suis d'accord pour la nécessité du rêve à titre informatif, mais le rêve est malheureusement manipulatif et fortement encodé. Et il doit servir de terrain d'entraînement pour tout homme parce que le sommeil et le rêve nocturne est équivalent à une petite mort, c'est-à-dire que vous vous immergez dans le plan astral avec différents scénarios projetés sur votre écran mental et vous êtes retenu par le cordon d'argent, donc vous revenez dans votre corps physique on dit le cordon d'argent pour faire poétique, mais c'est carrément une chaîne, comme une chaîne de prisonnier. Et quand vous revenez dans votre corps physique, vous réalisez que ce n'était pas réel, ce n'était qu'un rêve. Même chose quand vous mourrez. Certains, parce que c'est pas toutes les personnes, il y a des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts, mais pour certains, ils ont exactement la même réaction, c'est-à-dire que ils se réveillent et se rendent compte que leur existence terrestre n'était pas réelle, c'était une sorte de rêve dans un rêve, mais avec une continuité. Pourquoi dans votre rêve, il y a des aberrations qui arrivent, vous pouvez parler avec un animal, tandis qu'ici, vous ne pouvez pas parler avec un animal, il y a des lois qui font en sorte que vous ne pouvez pas voler, tandis que dans vos rêves, vous pouvez voler. Pourquoi? C'est encore là la notion de consentement. Dans votre rêve, vous êtes seul. Donc, votre consentement va jusqu'où vous pouvez consentir. Si vous pouvez consentir que vous pouvez voler dans votre rêve, vous allez voler. Vous pouvez faire n'importe quoi. Par contre, ici, on est dans un rêve où toutes les personnes, les âmes qui sont incarnées ont consenti à certaines lois. Vous voyez quelqu'un passer devant chez vous en volant dans le ciel, vous allez automatiquement dire « ça se peut pas, c'est pas possible ». Comprenez-vous où je veux en venir? Je vais vous raconter une anecdote. Je suis en astral. Je vais explorer une petite région de l'astral où les gens, justement,
ne savent pas qu'ils sont morts. Ils ont recréé une petite ville et les gens continuent à travailler et bref. Et dans le centre de cette petite ville, il y a un parc et au centre du parc, il y a une fontaine. La fontaine est un hippocampe qui crache de l'eau. Je me suis approchée de cette fontaine et avec mon intention et ma pensée, j'ai transformé la fontaine. Au lieu d'un hippocampe, j'en ai fait une sirène qui déversait de l'eau dans une espèce de cruche. Et c'était là. Je le voyais et j'avais réussi à transformer la forme, comme on peut faire en astral. Et j'ai continué mon tour du parc et quand je suis revenue, à ma grande stupéfaction, la fontaine était redevenue un hippocampe. Quand j'ai réintégré mon corps, ma première question pour l'ajusteur de pensée, c'est comment se fait-il que mon intention créative n'a pas pu rester? Et c'est que les âmes dans l'astral qui fabriquaient en fin de compte avec leurs pensées avaient tous consenti que la fontaine était un hippocampe et non une sirène. Donc, voyez-vous, je ne faisais pas le poids par rapport au consentement du reste des âmes qui étaient là. Moi seule ne pouvais pas changer cette réalité astrale. Même chose pour ici. Les personnes qui veulent changer la matrice, c'est de l'énergie perdue parce que la majorité des portails organiques ont consenti à cette matrice. Donc, vous êtes seul à vouloir changer un truc qui ne pourra pas être changé durablement ou du moins pour l'ensemble des personnes sur ce plan. Par contre, vous pouvez changer des choses pour vous individuellement. Ça, oui, vous pouvez le faire. Et pour le faire, à partir du rêve, qui est un terrain incroyable d'entraînement, il faut développer des réflexes atomiques. Comment on développe des réflexes atomiques? C'est durant le jour, justement. Dans le rêve, il y a des notions, on va dire, communes, que les êtres conscients et les initiés savent. Je vais vous en nommer quelques-unes. Exemple, à chaque fois que vous voyez de l'eau dans votre rêve, vous devriez avoir le réflexe atomique de devenir lucide. Parce que l'eau est un fort symbole de l'astral. Dans la journée, quand vous buvez un verre d'eau, quand vous prenez votre douche, vous pouvez dire « l'eau est un symbole de l'astral ». À force de vous le répéter comme ça va devenir comme une seconde nature. Et vous allez pouvoir développer une seconde attention qui, dans votre rêve, va vous faire tilt et vous allez pouvoir basculer et orienter votre rêve. Même chose pour tout ce qui est voiture, train, bateau, autobus. Il ne faut jamais embarquer à bord d'un autobus. Et si vous êtes dans une voiture, il faut absolument que ce soit vous, le conducteur. On peut développer un réflexe atomique, même si vous ne conduisez pas de voiture dans votre vie diurne. Si vous prenez un taxi, vous dites dans votre tête, dans mes rêves, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? C'est vraiment un entraînement qui demande une certaine dédication parce qu'il faut être toujours vigilant que nous sommes dans l'astral et que la nuit nous sommes dans une extension de l'astral où nous sommes dans un état malheureusement d'inconscience et de très haute vulnérabilité. Les entités en profitent pour venir implanter les hommes, influencer les hommes et souvent les abducter. Même chose, je peux vous en dire un autre, quand vous signez des documents dans votre vie diurne, ayez le réflexe de dire que aucun document signé ne peut servir contre vous. Alors, dans vos rêves, aussitôt qu'ils vous font signer quelque chose, vous allez devenir lucide. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu du rêve lucide. Le rêve lucide pour un homme supraconscient n'est pas comme le rêve lucide d'une personne que je qualifierais d'une personne qui fait du tourisme astral. On passe tous par là à une certaine phase. Quand on devient lucide dans notre rêve, on s'aperçoit qu'on peut le contrôler de A à Z. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vont
voler, il y en a qui vont, comme moi, s'amuser à lancer des pierres géantes à des distances phénoménales. C'est amusant. On voit toute la portée qui s'offre à nous. On peut faire apparaître notre acteur ou notre chanteur préféré. Bref, on le fait tous. Et quand on se réveille et qu'on a contact avec notre ajusteur, on se fait dire « Est-ce que tu as bientôt fini de perdre ton temps? » Parce que ça demeure quand même une fiction, c'est virtuel et ça ne nous apprend rien. Donc, un homme en supraconscience qui devient lucide dans son rêve maintient son attention sur une partie de son rêve. Ça peut être une pièce, ça peut être un mur, ça peut être un objet. Et en maintenant votre attention sur une partie du rêve et en voulant voir au-delà du rêve, vous allez être témoin de l'effritement de votre rêve. Il va se dissiper sous vos yeux et maintenant ce que vous allez voir va vous souffler, va vous rendre bouche bée. Et c'est là vraiment que pour la personne, ça commence à être intéressant. Et c'est vraiment aussi de cette seule façon que vous allez pouvoir par la suite interpréter vos rêves. Parce que si dans l'évolution, vous rêviez, je sais pas moi, à un chat noir et vous ne savez pas la signification, vous allez voir dans les dictionnaires de rêve, vous avez la définition de la mémoire collective, du symbolisme collectif. Mais un homme conscient sort de la collectivité et définit lui-même le symbolisme de ses rêves. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je rêve d'une araignée, maintenant, je sais que c'est une technologie archontique. Ce sont des sentinelles, en fait, qui sont des petites machines qui viennent et ils sont souvent la nuit dans le coin. Les personnes qui ont une double vue, qui sont médiums ou voyants, peuvent voir se déplacer. Ça se déplace comme une araignée. C'est une technologie, une machine, on va dire. Et c'est dans le coin. Et souvent, quand vous voyez ça, vous allez avoir un souvenir écran dans votre rêve d'une araignée. Et c'est jamais bon signe dans le sens que cette sentinelle-là est toujours porteuse d'implants. Bref, il y en a d'autres aussi, vous allez les découvrir quand vous rêvez un serpent. Et c'est aussi un truc très archontique qui vient vraiment faire un travail spécifique sur vos corps subtils et il faut le savoir pour pouvoir inverser la donne et mettre votre propre symbolique et ainsi diriger vous-même votre rêve et votre existence ensuite diurne. Ça touche ensuite tous les plans de l'individu sur toutes les dimensions parce que vous êtes des êtres multidimensionnels. Alors bien sûr, ce n'est pas un travail qui se fait en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. C'est très long. Et c'est pour ça que plus tôt vous commencez, mieux c'est. Au début, vous mettez des limites et des balises. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, on m'a déjà fait rêver que c'est sûr qu'on va vous faire rêver à des trucs qui vont aller chercher vos points sensibles et vos points faibles, aller chercher de l'émotion. Comme moi, ils ne peuvent pas venir en chercher dans ma vie diurne. Ils essaient, pendant que je suis vulnérable la nuit, d'aller chercher des émotions. La seule façon avec moi de venir chercher des émotions, c'est si dans mon rêve, je vois un animal qui est blessé. Donc, dans le rêve, parce que ce n'est pas vos rêves, ce n'est pas votre rêve, c'est comme les pensées, c'est quelque chose qui vous est envoyé. Donc, vous ne rêvez pas, on vous fait rêver. C'est très important que je vous le dise. Alors, dans le rêve, on me projette, on me montre sur mon écran mental un chien qui se fait frapper par une voiture. Bien sûr, ça génère de l'émotion. Dans ma vie diurne, je n'aurai pas d'émotion face à cet événement-là parce que tout de suite, j'aurai le réflexe mental de questionner l'ajusteur. Pourquoi je vois ça? C'est quoi le but de cet événement? Parce que moi, je ne suis plus dans l'expérience. Donc, j'aurai des réponses. Tu vois ça pour telle raison, et puis il y a toujours une raison. Et je serai à même de porter assistance à l'animal de façon beaucoup plus efficace.
les gens sont en sécurité en quelque sorte avec une personne qui est en supraconscience, parce que imaginez un scénario où vous êtes dans un avion où il y a une catastrophe qui arrive, tout le monde panique, tout le monde est dans l'émotion, quelqu'un supramental se dirigerait vers le cockpit pour prendre les commandes de l'avion en toute calme et en toute maîtrise de soi. Vous voyez, c'est un exemple un peu rigolo. Mais vous êtes beaucoup plus efficace quand vous êtes au-dessus et que vous comprenez la situation. Parce que désengagé de l'émotion, on a l'esprit beaucoup plus clair et on peut agir beaucoup mieux. Mais dans le rêve, on tombe dans l'émotion. Leur erreur, et c'est souvent l'erreur que ces entités-là font, ils poussent le bouchon un peu trop. Et ils ont fait en sorte qu'un second chien se fasse percuter par la voiture. Et c'est là qu'on met une limite. Oui, ok, d'accord, un chien se fait percuter parce que eux veulent m'avertir qu'ils vont, dans les prochains jours, me percuter moi. Parfait, c'est informatif, mais je mets une limite car ils veulent aller chercher encore plus d'émotions et non, hors de question. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est clair comment on met des limites. C'est que au réveil, si vous n'êtes pas lucide, moi je suis devenue lucide instantanément. Dans le deuxième chien, s'est fait frapper parce que j'avais développé déjà là un réflexe atomique parce que je connais un peu mes points faibles. Mais sinon, au réveil, vous refaites le rêve et vous mettez vos limites. Et c'est vous qui dictez la loi de votre monde onirique dorénavant. Et ça se fait et c'est très possible, et si vous commencez à le faire, vous allez déjà voir des résultats dans votre existence. Vous allez voir des résultats, ça va devenir beaucoup plus aplani, beaucoup plus fluide. Vous ne serez plus ballotté, vous allez de moins en moins subir le commandement astral et la domination astrale. Et si vous voulez devenir de plus en plus en contrôle dans le monde onirique, c'est vraiment dans le jour que vous allez fortifier et définir votre réalité. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est rêvé, imaginé, visualisé ou pensé. Et là, je vous amène tranquillement vers le plan imaginal. À titre totalement informatif, puisque c'est le futur de l'homme, mais qu'il est bon pour vous de savoir que ça existe et que quelques hommes sur ce plan sont capables d'aller créer, vraiment, on peut parler de création, le plan imaginal et le plan mental intelligent de la création qui se fait dans l'éther. Lorsque vous imaginez, lorsque on vous envoie des pensées, c'est toujours pour enrichir l'astral. Toujours. Votre imagination est déviée par les désirs de votre âme. Ce n'est pas ce que votre esprit désire. C'est pour ça que dans le monde imaginal, vous êtes les premiers surpris par la direction des créations. Ce n'est pas le but d'aller reproduire un mini astral dans le plan imaginal. Pour le moment, le plan imaginal est sur invitation seulement. C'est-à-dire que les êtres systémiques vont prendre un individu et vont le tester un peu, tester ses capacités créatives. C'est vraiment un travail et c'est ardu. Pendant des semaines, moi on m'a fait imaginer un bout de plancher. Donc c'est pas tout le monde qui serait capable de passer des semaines à imaginer un bout de plancher et vraiment d'être capable de le solidifier, qu'il soit réel, beaucoup plus réel que ce qui est réel ici dans l'astral ou dans le monde densifié dans lequel nous sommes incarnés. Dans le plan imaginal, on peut vraiment parler d'une création qui est immuable, c'est-à-dire qui est éternelle. Tandis que dans l'astral, les entités astrales ont toujours besoin des hommes pour venir non seulement l'enrichir, mais le maintenir, parce que tout se dégrade dans l'astral. Donc au début, vous ne saurez pas vraiment c'est quoi le but
de ces créations qu'on vous fait faire. Moi, dans mon cas, c'était une pièce. Mais ensuite de ça, tout prend son sens parce que c'est des choses qui ne se pensent pas. Donc, l'ajusteur ne peut pas vous dire, bon, on va créer telle chose, là, vous partiriez dans votre délire. Ça se fait sans penser et après, on est spectateur de notre création. C'est un peu complexe, mais bon. Ce plan imaginal, c'est bon pour vous de savoir que c'est un plan créatif éthérique. Vous devez développer votre corps éthérique, bien sûr, pour pouvoir aller dans ce plan-là et vous créer avec votre esprit et avec le Luminous Epinoia de Sophia. C'est en fait la création originelle et c'est ce que les archontes voudraient mettre la main. C'est pour ça qu'on vous fait imaginer des choses et vous n'êtes jamais propriétaire de ce que vous imaginez dans l'astral. Ça profite aux entités, aux archontes. Donc si vous imaginez, je ne sais pas moi ce que les gens peuvent imaginer, ça peut être du domaine des biens matériaux, ça peut être de la reconnaissance ou de la gloire ou avoir un partenaire idéal, vous allez l'imaginer jusqu'à votre mort. Sinon, vous tombez dans quelque chose de bien pire qui est la loi d'attraction, donc attirez à vous ce que vous imaginez. C'est encore un piège qui, malheureusement, est très séducteur pour l'âme, mais destructif pour l'esprit. Il faut vous tenir loin de ça. La visualisation est bonne dans un cas et un cas seulement. C'est pour une performance athlétique ou une performance que vous devez livrer, un mouvement bien précis. Vous pouvez le visualiser si vous voulez faire le plongeon parfait ou vous voyez ce que je veux dire, la visualisation doit vous servir, vous, pour performer un acte bien précis. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Très important, c'est vraiment pour parfaire une discipline technique. Donc la visualisation n'est bonne que pour ça. Sinon, n'allez pas visualiser le partenaire idéal. Sinon, vous vous embarquez dans un contrat astral qui est un cercle vicieux dont non seulement vous ne vous en sortirez pas, mais vous allez être déçu et perdant. Alors le plan imaginal, c'est un tout autre registre. Et c'est un plan où vraiment, en toute intelligence, vous pouvez aller étudier jusqu'où votre pouvoir créateur peut se manifester. Et ça m'amène à la dernière partie de la vidéo, qui est justement la manifestation. Et qui dit manifestation dit Abraxas. Sur cette chaîne, vous bénéficiez d'un enseignement qui est supraconscient, d'un enseignement qui est supramental et aussi d'un enseignement qui est gnostique. Je vous ai amené des figures importantes du gnosticisme. Vous connaissez Léon Sophia, qui veut dire sagesse. Vous connaissez Léon Christos, qui veut dire loin. Et maintenant, je vous introduis un nouvel Léon, qui est Abraxas, qui veut dire le manifester. Ce grand Théon est probablement une des figures les plus méconnues du panthéon gnostique. Même les gnostiques eux-mêmes en ont une mauvaise interprétation. Les Juifs l'associent à Yahvé, les chrétiens l'ont démonisé, et les gnostiques, malheureusement, l'ont un peu déformé. Abraxas n'est pas un archonte, ne l'a jamais été, c'est un grand éon. Et c'est un grand éon qui a pris un peu la partie de Sophia. Et c'est lui qui a envoyé Christos pour opérer cette fameuse brèche. Pour ceux qui ont lu mon e-book sur l'histoire de Judas, vous savez, je décris un peu la formation de l'univers et l'émanation du plan morontiel en un premier royaume qui s'appelle le royaume de Barbello. Voilà là la résidence de Abraxas, qui est très 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 près du plan morontiel. C'est pour ça un peu qu'on l'a diabolisé, puisque c'est un être qui, tout comme les ajusteurs de pensée, est très très pré-personnel. Ce qui veut dire en fait qu'il est au-dessus du bien et du mal. Abraxas, c'est celui qui permet l'apparition des formes dans cet univers. D'ailleurs,
Les anciens druides, les anciens alchimistes, les anciens mages l'avaient compris et la formule abracadabra est directement liée à Abraxas. Abracadabra, apparition, manifestation. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est qu'un vestige que l'on a avec cette formule qui est infantilisée, abracadabra, mais ça vient de quelque chose de réel. Et le mot magique comme tel, abracadabra, vient d'une racine égyptienne qui veut dire « ne me fais pas de mal ». Et pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est tellement forte, tellement puissante, qu'un homme sans son esprit qui est mis face à elle serait complètement englobé par elle. Et les anciens Égyptiens écrivaient le mot abracadabra sur un rouleau de parchemin qu'ils portaient sur eux et qui voulait dire « ne me fais pas de mal ». Et je peux comprendre parce que tout comme un homme en début de fusion dit à son ajusteur d'y aller doucement avec lui parce que quelquefois le réveil peut être brutal. Et sur ça, l'ajusteur vous répondra que le dormeur doit se réveiller. Pourquoi c'est important pour vous de connaître l'existence de l'entité Abraxas, c'est que sans lui, aucune manifestation ne peut être possible. Léon Sophia, le demi-urge et toutes les entités qui sont dans l'univers bénéficient du rayon créateur d'Abraxas, car cet univers est son idée à la base. Et ensuite, les éons se sont joints à lui pour pouvoir venir expérimenter dans cet univers bien particulier, avec des lois bien particulières, et apprendre des choses que les êtres systémiques ne peuvent pas apprendre à moins de fusionner avec un mortel. Alors, avant de pouvoir créer, il faut d'abord se recréer. C'est très important ce que je vous dis. Il faut se recréer et redevenir intégral. Cette grande correction sophianique consiste à bypasser la fabrication archontique et l'homme redevient intégral, tel qu'il est censé être. N'oubliez pas que l'homme est un dieu affaibli et qu'il doit regagner sa toute-puissance qu'on lui a enlevée. Et Abraxas est en lien direct avec cette opération car il soutient les éons, dont le Luminus Epinoia de Sophia, que vous allez utiliser dans le plan imaginal. Vous voyez, tout se tient. Abraxas est un éon, c'est le plus grand des éons. Abraxas, c'est le verbe, la direction et le changement. Abraxas, c'est l'effet. Il porte en lui la lumière du plan systémique et la noirceur des mondes manifestés. Il est le midi et le minuit des âmes. Aucun homme ne peut l'appréhender sans devenir fou, ni le regarder sans perdre la vue. Aller vers lui serait de l'inconscience. L'adorer vous garantirait la mort noire. L'observer de loin est ce qui est le plus prudent à faire. Et lui résister est gage de salut. Le concepteur de cette matrice, qu'on appelle par différents noms, a tenté de se faire passer pour ce grand éon. Et c'est pour ça que les Juifs l'associent à lui. Mais il n'en est rien. C'est quelqu'un qui est très, très, très éloigné de la matrice, tout en supportant, comme je vous ai dit plus tôt, Léon Sophia. Car la grande correction individuelle doit se faire et peut se faire en ce moment. Le démiurge a tenté et tente de copier justement cette entité qui règne sur 365 royaumes et on retrouve 365 jours dans le calendrier du démiurge. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de correspondances, je pourrais en nommer plusieurs comme ça. On voit tellement la façon dont il copie et tente d'intégrer dans sa matrice des notions qui sont universelles et qui sont malheureusement déformées et inversées pour mieux s'incorporer à son scénario parce que la matrice, c'est le rêve du démiurge. Et vous avez consenti à participer à son rêve et il a désespérément besoin de votre participation dans son rêve. Mais c'est maintenant à vous de décider quel niveau de participation vous voulez lui offrir. Vous pouvez totalement vous désengager de ce rêve-là, totalement vous désinvestir, étudier votre programmation
perfectionner votre étude et sortir enfin de ce mauvais rêve qui est votre incarnation et votre réincarnation à perpétuité dans ce plan qui est un plan de soumission, d'extraction émotionnelle qui bénéficie aux entités archontiques au détriment de l'homme. Ce temps est révolu et tout l'enseignement de la supraconscience vise à redonner à l'homme ce pouvoir créatif, cette puissance de l'esprit pour qu'il prenne en main les rênes de son existence et accède à la vie. Voilà, j'ai réussi J'ai dépassé les 30 minutes, mais j'avais tellement d'informations à vous donner. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes, vous aura apporté des clés pour parfaire votre étude de vous-même et faire descendre de plus en plus en vous cette nouvelle science de l'esprit qui est à ses tout débuts sur ce plan et qui va éclore vers un homme nouveau, l'homme de la 6e race racine qui a présentement ses germes ici. Et je vous dis merci de votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!